Bonjour et merci de nous retrouver à cette autre actualité africaine qui est consacrée à un grand pays, oui, la République démocratique du Congo. Un pays grand par la quantité des richesses minières de ce pays, un pays grand par la qualité des artistes qu'il a produits et qui ont bercé nombre d'entre nous, un pays qui reste jusque-là miné par des guerres internes. Pour analyser l'actualité phare de ce pays qui sera consacrée par des présidentielles qui se tiendront au mois de décembre prochain, un analyste politique, Monsieur Maïzo, journaliste. Caroline Maïzo, bonjour. Bonjour Monsieur Gassa, bonjour à tous les web téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui suivent Diaf TV et surtout bonjour à toute l'équipe. C'est un honneur pour moi d'être ici pour la première fois. Merci, merci d'avoir fait le déplacement, ça n'a pas été évident. Nous sommes heureux de vous avoir ici. Mais sans plus tarder, M. Maïzo, on a appris depuis hier une très bonne nouvelle, la reddition d'un des chefs qui a pendant longtemps sévi au Congo. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui augure là d'une présidentielle qui pourrait se passer dans des conditions adéquates? Déjà, il faut souligner que la présidentielle ou les élections générales sont prévues le 23 décembre par le calendrier électoral. C'est-à-dire que connaissant le Congo, connaissant l'instabilité de ces pays, entre aujourd'hui et le 23 décembre, beaucoup d'eau peuvent couler sous le pont et il peut se passer beaucoup de choses. Donc, les élections, certes, mais l'incertitude demeure. Alors, qu'un chef, comme vous dites, rebelle, fasse sa reddition... Monsieur Ndaï Kalonga Sambanga, pour... ça peut être une bonne chose, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a combien de milices? Pourquoi y a-t-il des milices? Pourquoi y a-t-il cette instabilité? Si on répond à cette question, on va comprendre beaucoup de choses. Nous vous écoutons. Vous savez, la guerre du Congo, il faut qu'on définisse d'abord le Congo, c'est quoi? Ce n'est pas n'importe quel pays. C'est pour ça que vous êtes aussi là. Oui. Nous vous écoutons. Vous savez, le Congo, c'est un pays immense. Potentiellement un des pays les plus riches du monde. Il y a 1100 minéraux. C'est un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars, potentiellement. Autrement dit, les PIB de toute l'Europe et des États-Unis réunis. Légèrement même plus que ça. Ces pays, lorsque vous regardez les documents en allemand de la conférence de Berlin, il s'agit d'une conférence, la conférence sur le bassin du fleuve Congo et du fleuve Niger à Berlin. La conférence de 1884. Oui. Et là-dedans, on a beaucoup plus parler du Congo, dont on a fait une zone de libre-échange économique. Donc, c'est une espèce de zone franche pour les Occidentaux. Et si vous allez aujourd'hui dans ces pays, c'est par exemple le deuxième poumon de l'humanité. Parce que pour relever des grands défis écologiques à venir, c'est le deuxième poumon de l'humanité. La forêt équatoriale du Congo, c'est la deuxième forêt équatoriale après celle du Brésil. C'est la plus grande réserve d'eau douce d'Afrique. C'est 60 millions d'hectares de terres arables. C'est le seul fleuve, un des grands fleuves au monde et le seul fleuve à régime régulier, le fleuve Congo. C'est, par exemple, le lac Tanganyika qui est le lac le plus poissonné au monde, là où les poissons meurent de vieillesse. C'est aussi le bassin la deuxième plus grande montagne d'Afrique, le Rwenzori, où il y a des neiges, on peut faire du ski comme en Europe. Donc, c'est un pays particulier. Mais lorsque vous regardez la population, plus de 80 millions d'habitants, tous des 82, 85 millions, même un peu plus, sur place. On ne parle même pas de 15 millions qui sont à l'étranger. C'est un peuple d'une ingéniosité à couper au couteau. Si vous regardez les Ouïa, les Congolais brillent toujours dans le peloton de tête. Sur le plan musical, Kinshasa, c'est la capitale africaine de la musique. Kinshasa, c'est la capitale africaine de la bande dessinée. Vous avez vu l'exposition Beauté Congo à la Fondation Cartier à Paris? Tous ces plasticiens qui sont venus, tous ces sculpteurs, c'était impressionnant. Mais sur le plan sportif, c'est un pays qui a toujours brillé. C'est le premier pays africain qui est allé à la Coupe du Monde. Dernièrement, en Russie, c'est le seul pays au monde qui ne participait pas à la Coupe du Monde, mais qui avait le plus grand nombre de joueurs sur le terrain, parce qu'il y avait au moins 14 Congolais dans différentes équipes. Et ils y ont brillé. Et avec ce genre de pays, et le monde tel qu'il fonctionne, un monde d'intérêt, avec tout ce que nous avons comme prédateurs dans le monde, ces pays ne connaîtra jamais la paix.
Là, actuellement, lorsque vous nous parlez des milices, pourquoi y a-t-il des milices? Pour bien comprendre la situation, il faut les regarder sous cette ornière. Dans cette affaire, il y a des commanditaires, il y a des sous-traitants et il y a des exécutants. Les commanditaires, c'est les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la Belgique et toute l'Union européenne, Israël, l'Australie et j'en passe. Les sous-traitants ou les proxys, le point de contact, c'est l'Afrique du Sud, l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. Et les exécutants, c'est les gouvernements que les commanditaires ont placés au Congo, donc les gouvernements de Joseph Kabila, l'opposition d'accompagnement qu'ils ont créée pour donner l'impression qu'il y a un semblant de démocratie au Congo, les ONG, mais il y en a des milliers et des milliers un peu partout, on ne sait pas ce qu'ils font réellement, et la MONUSCO qui est là pour tout surveiller. Ça, c'est les exécutants. Et les commanditaires, pour remettre la main basse sur le Congo, lorsqu'ils ont chassé Mobutu, qu'ils ont placé au pouvoir, ont fomenté une guerre d'agression qui a commencé en 1996, avec ce qu'on appelait l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Ceux qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, en 2001, il est assassiné, il est remplacé par celui que vous appelez, ou qu'on appelle généralement, connu sous le nom de Joseph Kabila, dont un député européen d'origine française, c'est un député du Nord, Front National, un député européen, Eric Schaffenhauser, a dit qu'il sait que la Belgique a demandé la permission aux États-Unis d'assassiner Laurent Désiré Kabila pour le remplacer par un jeune homme rwandais, parce qu'on le sait jeune, donc rwandais, donc manipulable. On va y arriver. Est-ce qu'on peut rapidement quand même revenir sur cette nouvelle, mais j'y arrive. Cette réédition oui. de ce chef de la milice, j'ai dit l'une des plus grandes milices d'ailleurs. J'ai dit que c'était un arbre qui cachait la forêt, parce qu'il faut découvrir l'origine de cette insécurité, de cette déstabilisation. D'accord. Lorsqu'ils ont placé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'ils ont placé Joseph Kabila au pouvoir, on a fait semblant d'oublier que ce pays a été agressé. Si vous regardez l'agression de 1996, c'est en violation flagrante d'un texte international qui définit l'agression. C'est la résolution 3314 du 14 décembre 1974, 33e Assemblée Générale des Nations Unies, qui définit l'agression. Ces troupes qui sont entrées sont restées au pays. Lorsque vous venez de l'étranger, vous agressez un pays, que vous y restez, en occupant une partie ou tout le pays. Ça s'appelle une occupation. Et dans cette occupation militaire qui ne dit pas son nom, on veut faire croire aux Congolais ou à l'opinion publique internationale qu'il faut des élections pour résoudre un problème d'occupation. Non. Lorsqu'un pays est agressé, on enclenche les mécanismes de sécurité collective de la Charte des Nations Unies, où la population se défend conformément au principe de l'autodétermination du peuple qui est dans la Charte des Nations Unies. On ne parle pas d'élection. Alors, qu'est-ce qui crée l'insécurité des milices dont vous parlez? Oui. C'est le pouvoir de Kinshasa et certains sous-traitants de la région. Une espèce de guerre de basse intensité qu'on mène au Congo pour piller à faibles frais les matières premières. On est en train de massacrer des populations, de les déplacer pour les remplacer par d'autres populations plus dociles qui viennent d'ailleurs, qui avaient besoin de terres, et derrière on exploite les matières premières. L'insécurité au Kasaï est venue d'où? Mais il y a un rapport des Nations Unies qui le dit clairement, que certaines autorités de Kinshasa sont impliquées dans cette insécurité. Donc de temps en temps, lorsqu'on veut donner l'échange à ce qu'on appelle communauté internationale, mais c'est le club occidental au fait, donc de temps en temps on met un peu à côté un milicien pour dire bon voilà, on fait des efforts pour calmer. Quand on parle d'Endaye qui a fait sa reddition, oui. Mais moi je vous parlerai de Gédéon Kyungu. Il y avait une milice terrible au Katanga, les Bakata Katanga. Ils coupaient des têtes, ils ont fait des actes mais terribles, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Mais est-ce que obtenir quand même la reddition de ces chefs de milice n'est pas une bonne chose lorsqu'on est à quelques mois d'une élection présidentielle majeure? Déjà, cette élection n'est pas la solution au problème congolais, parce qu'il y a eu des élections en 2006. Le pays est toujours dans l'instabilité. On va y arriver. Il y a eu des élections en 2011. On va y arriver. Le pays est toujours dans l'instabilité. On va y arriver. Est-ce que ma question est celle de savoir si ce n'est pas un préalable d'avoir quand même un pays stable lorsqu'on va aux élections? Sur plusieurs milliers de miliciens, un seul qui soi-disant fait sa reddition, quand on sait que
le patron de ceux qui mènent cette guerre de basse intensité se trouve au pouvoir à Kinshasa. On dit quand même qu'il y a le chef d'une coalition de plusieurs groupes armés dans le territoire de Dibaya au Kasaï central. C'est quand même important. Mais qui a déstabilisé les Kasaï? C'est un arbre qui cache la forêt. Quand demain ces gens-là ne seront pas contents pour raison X ou Y, ils vont reprendre les armes. Il suffit que Kinshasa active un petit bouton pour que ça reparte. Donc si, à première vue, ça peut paraître une bonne nouvelle, quand on sait que celui qui tient l'interrupteur est toujours là, il suffit qu'il appuie sur l'interrupteur pour que les Kasaï se remettent en feu. Alors vous voulez dire que ce n'est pas forcément une nouvelle qui va dans le sens... on en a connu dans le sens des Congolais, parce que les Congolais attendent quoi? Les Congolais attendent que l'occupation militaire du Rwanda se termine, que le pillage des matières premières se termine, que ce pays qui est le plus riche d'Afrique puisse jouer son rôle. Parce que c'est un pays qui peut produire de l'électricité, qui peut éclairer toute l'Afrique. Je dis bien toute l'Afrique. Le barrage d'Inga, c'est potentiellement 100 mégawatts. C'est plus que les barrages de Trois-Gorges en Chine. C'est un pays qui peut nourrir toute l'Afrique. C'est ce qu'on attend, que l'occupation se termine, que la démocratie revienne, que l'on puisse parler de développement. Demain, je serais très content si vous m'invitez ici, qu'on dise voilà, l'occupation c'est le passé, le pays est devenu démocratique. Aujourd'hui, voilà, on construit des autoroutes, on construit des usines. Avant d'arriver à la construction de ces usines, est-ce qu'aujourd'hui il est clairement établi ou défini des mécanismes à travers lesquels les Congolais espèrent donc obtenir ces vœux, la fin de l'occupation. Mais comment? Par quel mécanisme? Est-ce qu'il y a des mécanismes? Vous savez, les Congolais, oui. Vous savez, les Congolais ne vont pas inventer la roue. Lorsque la Corée a été occupée par le Japon, lorsque la Chine a été occupée par le Japon, lorsque la France a été occupée par l'Allemagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont défendus. Ils n'ont pas organisé des élections. Jean Moulin n'a pas cherché à organiser les élections avec Goebbels. Ou Charles de Gaulle qui disait, bon, on organise les élections, et comme ça, en face de Hitler, bon, comme lui il était déjà en Allemagne, prenons Goebbels ou le docteur Mengele, on dit, bon, allez, docteur Mengele, en face, on va vous mettre Jean Moulin, on va vous mettre Charles de Gaulle, et on va organiser les élections. Non, on se défend, on chasse ces gens, parce que ce théâtre de mauvais goût a beaucoup duré. Ça fait depuis 2001. Je vous rappelle que dans cette affaire, il y a 10 millions de morts. Ce n'est pas une guerre civile. Ce n'est pas une guerre ethnique. C'est une guerre d'agression qui a des motivations économiques. Ces motivations économiques, c'est le pillage des matières premières du Congo. Et on a mené contre le Congo une guerre de communication terrible. On fait croire au monde entier qu'au Congo, il y a un déficit de démocratie. Non, le Congo n'a pas un problème de déficit de démocratie. Le Congo est agressé et occupé. Les 10 millions de morts là, ils ne sont pas morts en manifestant. Ils ont été assassinés militairement. Ils ne sont pas morts parce qu'ils sont allés voter, ils manifestaient, après ils sont morts. Non, il y a vraiment une guerre d'agression. Il faut trouver les responsables. Qui alimente toutes ces milices? Monsieur Maïzo, on a bien compris qu'il y a une agression qui dure depuis plusieurs années déjà au Congo. Mais très concrètement, est-ce que vous ne pensez pas que les Congolais peuvent reprendre en main leur pays à travers une élection transparente, correcte? Qu'est-ce qui aujourd'hui pour vous crée problème pour que vous acceptiez que cette élection qui est en cours de préparation et pour laquelle d'ailleurs on a suivi qu'elle sera organisée avec près de 140 000 appareils qui nous permettront d'obtenir des résultats immédiatement après le vote? La réponse elle est toute simple. L'autorité qui organise les élections est illégitime. On ne peut pas venir occuper un pays, on ne peut pas être un imposteur, on ne peut pas arriver à la tête d'un pays par la fraude ou en brandissant une fausse identité et prétendre organiser les élections pour un peuple qui aspire à la liberté comme tout le peuple du monde. On ne veut pas de ces élections dans l'état actuel parce que la Commission électorale nationale indépendante, c'est une commission qui n'est pas impartiale, c'est une commission partiale. On ne peut pas accepter ces élections aujourd'hui parce que la loi électorale parle d'un vote papier, ça ne parle pas d'un vote électronique. Ils ont ramené des machines électroniques sans appel d'offres, un contrat qui a été conclu de gré à gré, avec un conflit d'intérêts. Le numéro 2 de la CENI, son fils, et les représentants de la société Miru. C'est notre problème.
Mais, non, mais déjà... dans le but d'organisation d'une élection, est-ce que ces appareils ne sont pas forcément une réponse aux attentes des Congolais? Non, mais en matière de proclamation d'élection, déjà, le fichier électoral est très corrompu. Lorsque vous avez beaucoup de doublons, donc entre les doublons et les personnes qui ont été enregistrées sans empreinte digitale, ça fait 10 millions de personnes pour un corps électoral estimé à un peu plus de 40 millions. C'est-à-dire un tiers du fichier électoral est corrompu. Vous pensez qu'avec un tel fichier électoral, on peut avoir des élections crédibles? Lorsqu'ils ont fait les recensements, on a vu des mineurs s'enrôler. Dans certaines provinces à l'est, il y a des gens qui ont traversé la frontière, des Rwandais, pour venir s'enrôler au Congo. À une certaine époque, on a même eu des informations sûres, vérifiables et vérifiées qu'à une certaine époque, les gens avaient des cartes électeurs, donc qui prenaient au Rwanda, parce qu'il y avait des machines à fabriquer des cartes d'électeurs qui avaient disparu, qu'on retrouve dans certains pays voisins, c'est-à-dire ils peuvent fabriquer aussi des cartes d'électeurs pour influer sur les élections au Congo. Très concrètement, M. Maïzo, une fois qu'on a identifié ces problèmes, quelle est la solution donc? Il faut déjà les résoudre. Comment? D'abord, nettoyer les fichiers électoraux. C'est une opération électronique qui peut se faire. Entre 2001 et 2018, il y a eu plusieurs moments. Est-ce que le problème ne se reposera pas, puisque ceux qui seront appelés à faire ce nettoyage sont toujours ceux qui sont au gouvernement? Mais oui, mais c'est justement. Donc la priorité ne doit pas être les élections. La priorité doit être, soit les Congolais se révoltent, mais une vraie révolte, une vraie révolution. On met fin à ce théâtre, ou, je rêve, il n'est pas interdit de rêver, le club occidental devient sincère, et on organise vraiment une table ronde internationale sur les Congo, on met fin à cette affaire, et on réorganise des élections un peu plus propres. Parce qu'on ne doit pas reprendre toujours avec la même chose qui ne fonctionne pas. 2006, ça ne fonctionne pas, on le fait. 2011, ça ne fonctionne pas, on le fait. Les résultats sont toujours contestables et contestés. En face, il y a toujours un Congolais. 2011, Jean-Pierre Bemba, son slogan c'était « Mwana Mboka », ça veut dire « le fils du pays ». Sous-entendu, l'autre n'est pas le fils du pays. Ça finit par une guerre en plein Kinshasa, et le fils du pays s'est retrouvé en exil et ensuite à la CPI. Même si à la CPI, c'était pour un dossier centrafricain. En 2011, Tshisekedi, la chanson populaire, c'était Zongisa na Rwanda, ramenez-les au Rwanda. Résultat des courses, après plusieurs violations de la loi électorale violée, constitution violée, c'est le fils du pays qui s'est retrouvé en résidence surveillée à Limité et ils sont toujours au pouvoir. Maintenant, en 2016, manœuvre dilatoire pour ne pas partir. Maintenant qu'on lui dit de partir, il présente un dauphin. Et tout est mis en place pour que ces dauphins puissent gagner par anticipation les élections. Et après, il va diriger le pays par son proxy, qui sera Emmanuel Ramazani. Ça, les Congolais n'en veulent plus. Monsieur Maïzo, alors, très concrètement, aujourd'hui, on a bien compris qu'il y a cette agression par des étrangers, mais est-ce qu'honnêtement, vous ne pensez pas que cette musique qui a longtemps duré et qu'on a déjà entendue effectivement aussi ailleurs, dans le cas de la Côte d'Ivoire, ces musiques liées à où on définit le voisin comme étant étranger, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle donne un mauvais coup aux Africains qui se revendiquent d'abord africains et non d'un pays très concrètement parlant, surtout que c'est un pays, c'est un continent qui a été divisé par les Occidentaux? Est-ce que, pour être simple dans ma question, est-ce que vous ne pensez pas que on pourrait accepter qu'un Rwandais soit Congolais, qu'un Congolais soit Camerounais, et puis penser une nation aussi simplement avec toutes tous ces ressortissants qui viennent de différents pays? La réponse, elle est toute simple à votre question. Oui. Nous ne sommes pas en train de parler d'un problème sociologique. Le Congo, c'est un pays vide. 2 345 409 km², c'est un pays vide. Pour 80 millions d'habitants, c'est un pays qui est sous-peuplé. C'est un pays qui a la capacité de résorber des millions et des millions d'Africains, est capable de les nourrir, et qui a besoin de main-d'œuvre. Mais nous sommes en train de parler d'un problème juridique. Même dans nos sociétés traditionnelles, il y avait des lois. Je ne peux pas quitter le village d'à côté, arriver dans l'autre village et faire ce que vous voulez. Non, ils sont accueillants, tout ce que vous voulez, mais il y a des règles. Quand on dit que nous, mercredi, tout le monde respecte, mercredi dans tel forum, on n'y va pas. Il y avait des règles, on respectait les règles. Ce que nous on reproche aux Rwandais, ce n'est pas qu'ils soient Rwandais ou qu'ils veuillent venir vivre au Congo. Non. Il y a, la constitution congolaise autorise, il y a une procédure qui est prévue pour acquérir la nationalité congolaise. Et celui qui acquiert la nationalité congolaise n'est pas moins congolais que moi. Le problème, c'est
quand vous venez sans papier avec les armes, vous agressez un pays et vous voulez diriger les autochtones, ça les gens n'acceptent pas. Tout simplement. Aucun pays africain n'acceptera que vous entrez les matins dans ces pays. Par exemple, pour le cas du Congo. Vous traversez la frontière les matins, vous êtes rwandais. À midi, vous êtes congolais. Les soirs, vous voulez devenir ministre. Il y a la constitution congolaise qui est assez ouverte. Ouverte, pardon. Mais il y a la loi électorale. Que dit la loi électorale? Pour être élu, il faut être congolais. Soit de père ou de mère. Dans le cas du Congo, il y a des gens qui débarquent comme ça. Bon, alors, je suis congolais. Le cas de Joseph Kabila, est-il congolais ou pas? Bon, selon le ministre belge des Affaires étrangères, Karol de Gucht, oui. La Belgique, c'est un pays qui a colonisé le Congo et ils nous connaissent. Les déclarations, c'est public. Ça a été répété par tous les médias. Il a dit que le président congolais est d'origine rwandaise. La télévision suisse l'a dit aussi dans un reportage. Et là, c'est un député européen qui a parlé dans l'hémicycle. Donc maintenant, le problème est-il qu'il soit rwandais ou pas? Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est a-t-il respecté la loi pour accéder à la présidence au Congo? C'est ça le vrai problème. Il est juridique. Quand nous arrivons ici en France, on ne nous donne pas les papiers à l'aéroport. Nous suivons un processus pour obtenir nos papiers et après acquérir la nationalité française. On ne peut pas entrer dans un pays où on n'était pas citoyen de ce pays avec les armes et devenir président comme ça. Donc le problème déjà, il est juridique à ce point-là, au premier niveau. Le deuxième problème, il est politique. Comment? Le président Kenneth Kaunda est d'origine malawite. Il a dirigé la Zambie comme son pays. Il a aimé ses pays. Exactement. Et il y a eu un bilan. Chez nous, le bilan, il est de quoi? Le bilan, il est de 10 millions de morts. Je dis bien 10 millions de morts. Et à une certaine époque, il y avait jusqu'à 3000 viols comme armes de guerre par jour. Et c'est de la responsabilité du président Joseph Kabila qui viendrait du Rwanda? Les garants de la Constitution, c'est lui. Ceux qui tuent à l'Est, revendiquant un territoire qu'ils n'ont jamais eu, ce sont des gens censés être en rapport avec lui. Parce que, pour beaucoup de Congolais, il est perçu comme le gouverneur général de Paul Kagame, qu'un chercheur belge hyper connu a considéré comme un des plus grands criminels de l'histoire en vie. C'est-à-dire que, de sa trempe, il n'y a que Hitler et Pol Pot. Ce monsieur en sait beaucoup sur ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, le premier génocide. Il en sait beaucoup. On le fait apparaître comme quelqu'un qui a mis fin au génocide. Mais c'est eux qui ont agressé le Rwanda d'Abiyarimana. Qui a abattu l'avion du président Abiyarimana qui a causé la mort du président burundais et du président rwandais? Dis-de-nous. L'enquête se poursuit. Mais... On a eu ici même sur notre plateau, Patrick Biko, qui a suffisamment développé ces aspects-là. Oui. Alors, je crois qu'il y a 4 ans, on l'avait eu ici, il devait être là ce soir, mais malheureusement, il a juste pu atterrir il y a quelques heures sur Paris, et donc il n'a pas pu nous rejoindre. Ouais. Mais, on est d'accord, mais... donc, il y a eu des incursions rwandaises au Congo, sous prétexte, soi-disant, de pourchasser les FDLR. Sauf que les FDLR, qui sont à 300 km de la frontière, ne sont pas à Kinshasa. L'armée rwandaise est arrivée à Kinshasa. L'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont battus en plein Kisangani sans que les Nations Unies ne lèvent le petit doigt, en détruisant la ville. Et le Rwanda est devenu aujourd'hui un grand producteur de coltan qui n'a pas. Parce que l'autre malheur de ces pays dont on ne parle pas beaucoup, lorsque Dunlop a inventé le pneu, on a commis un génocide par Léopold de 10 millions de morts pour extraire les caoutchoucs au Congo. C'est un pays qui a accompagné toutes les révolutions industrielles. Lorsqu'on fabriquait les obus, le cuivre, on les cherchait au Congo. Dunlop invente les pneus, premier génocide. Les nouvelles technologies de la communication et de l'information avec les coltans, 80% des réserves mondiales, il y a une guerre au Congo. Maintenant, l'enjeu minéral au Congo, c'est le cobalt. 80% des réserves mondiales, avec toutes les batteries que l'on fabrique. On arrive avec un Rwandais, nous sommes en Afrique, l'État est défaillant. Bon, un citoyen rwandais se retrouve à la tête du pays. Et ce monsieur se met à aimer tellement le Congo qu'il retrousse les manches, qu'il bosse comme un malade pour développer ces pays.
Vous croyez que les Congolais est assez fou pour lui dire, bon, écoutez, vous n'êtes pas Congolais, vous êtes Rwandais dégagés. Non, ce qui intéresse les Congolais, c'est quoi? C'est la paix. Ce qui intéresse les Congolais, c'est quoi? C'est la démocratie. Oui, M. Baïzo, il a donc décidé de se retirer du pouvoir. Non, il n'a pas décidé. On l'a obligé à respecter la Constitution et à se mettre à côté. Autant pour moi, si vous préférez cette formulation, je suis d'accord avec vous. Ok, on l'a donc obligé à se retirer. Il va donc se retirer. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour les Congolais d'aller le sanctionner en votant pour un Congolais qui va œuvrer dans l'intérêt des Congolais? Mais qu'est-ce qui nous garantit que le vote des Congolais sera respecté? Parce que souvent en Afrique, nous confondons l'acte de voter, mettre son bulletin dans l'urne, et l'acte de lire quelqu'un. Parce qu'en Afrique, le souci c'est quoi? Vous posez l'acte de voter, donc vous votez, mais l'élection est décidée ailleurs. Celui qui sera élu est décidé ailleurs. C'est ainsi que Jean-Pierre Bemba, il y va aux élections contre Joseph Kabila, et curieusement, on lui vole sa victoire. Donc, le peuple congolais aurait élu Jean-Pierre Bemba, mais la communauté internationale a voté Joseph Kabila. En 2011, Tshisekedi, c'est l'homme le plus populaire du Congo. Hein. Ce monsieur va en voyage à l'étranger, il revient, il y a 1 million de personnes dans la rue pour l'accueillir. Il va aux élections avec Joseph Kabila. Les Congolais élisent Etienne Tshisekedi. La communauté dite internationale vote Joseph Kabila. Quelle garantie les Congolais ont qu'en 2011, devant Emmanuel Shadari, présenté par Joseph Kabila, l'autre candidat que les Congolais pourront peut-être choisir sera élu lorsqu'on sait que le fichier électoral est corrompu? Moi, je vais vous demander de m'interpréter donc cette attitude de l'opposition congolaise aujourd'hui, parce que si de votre analyse qu'on a bien comprise, hein, il n'y a pas de raison d'aller aux élections, comment comprenez-vous, comment interprétez-vous donc cette mobilisation des leaders de l'opposition que sont les Moïse Katumbi, les Jean-Pierre Bemba, par exemple, le fils Tshisekedi, aujourd'hui, pour ces mêmes élections? N'aurait-il pas fallu au préalable exiger dans ces conditions dont vous parlez? Ils vont quand même aux élections. Quelle interprétation vous donnez à cela? Cela se justifie par la médiocrité de la classe politique congolaise. Si le pays est dans cet état, parce que la classe politique n'a pas été à la hauteur. C'est eux qui ont laissé le pays se déliter. C'était à eux, les politiciens et la classe, disons, je vais dire la société civile engagée, de prendre leurs responsabilités pour sortir le pays de l'ornière. On ne peut pas avoir une opposition, entre guillemets, qui passe son temps à recevoir des ordres de l'étranger. C'est vraiment des gens pour un oui ou pour un non, qu'a dit Bruxelles, qu'a dit Paris, qu'a dit Londres, qu'a dit Washington. Et ces gens-là militent pour les élections dont ils savent que c'est perdu d'avance. Et lorsque vous parlez avec eux en privé, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah non, mais comme la communauté internationale fait des élections, si on n'y va pas, ils vont nous reprocher de ne pas y aller, donc non, on y va. Alors, si vous voulez que l'on commande, faisons comme si le pays était normal. Faisons vraiment comme si le pays était normal, qu'il y avait un problème de démocratie, qu'on doit aller aux élections. Regardez ce qui se passe. Ceux qu'on reproche d'être étrangers, qui sont devenus congolais par la force des choses, invalident certaines personnes d'une manière, je vais dire, ils ne jouent pas franc jeu. Regardez l'invalidation de Jean-Pierre Bemba. Ça a été fait au niveau de la CENI. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la CENI? La CENI n'est pas là pour interpréter la loi pénale. La loi pénale est de stricte interprétation. Pour nos auditeurs qui nous suivent, la CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante au Congo. Oui. Voilà. Lorsqu'ils ont examiné les candidatures, Moïse Katumbi, mis hors jeu, il avait un dossier judiciaire, il est allé à l'étranger et on nous raconte... En Zambie, précisément. Mais il vit en Belgique, en fait. Et on nous raconte qu'on l'empêche de rentrer au pays. Bon, ça c'est tout un débat. Mais la moindre des choses, lorsqu'ils l'ont autorisé à aller à l'étranger, on devrait le laisser revenir et s'en occuper. Mais pour parler que de Jean-Pierre Bemba, monsieur a été acquitté de tous les chefs qui pesaient sur lui au niveau de la Cour pénale internationale, notamment crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Mais il y avait un deuxième procès. Pendant qu'on le jugeait pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il était aussi poursuivi pour subornation des témoins. Et pour le deuxième procès, il a été reconnu coupable. Et la CPI doit fixer les 19, donc mercredi, le 19 septembre, sa peine. On ne sait pas, la peine maximum qu'il encourt, c'est 5 ans. Mais ça peut être moins. Alors, il y a un article de la loi électorale, c'est l'article 10, sauf erreur de ma part, alinéa, je crois 23, mais c'est l'article 10, qui dit que toute personne qui a été condamnée pour crime de guerre, crime contre l'humanité, viol, corruption, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Alors, une condamnation irrévocable, hein? C'est clair là-dessus, une condamnation irrévocable. Or, Jean-Pierre Bemba est reconnu coupable, il va être condamné, bon, à moins qu'il y ait une révision, il va être condamné pour subornation de témoins. Alors, subornation de témoins est une infraction qui, dans le droit congolais ou dans le traité de Rome, est incriminée dans 2 articles différents. Si Jean-Pierre Bemba était reconnu coupable de corruption, on l'aurait condamné pour corruption. Mais on ne l'a pas condamné pour corruption, on l'a condamné pour subornation des témoins. Même si dans subornation des témoins, il y a corruption. La CENI n'avait qu'à lire la loi, à dire, il a été condamné, pourquoi? Ben, pour subornation des témoins. Dans les infractions citées par l'article 10, il n'y a pas subornation des témoins, il y a corruption. Donc la CENI n'avait pas à interpréter la loi. La CENI est là pour appliquer la loi. Alors, le dossier va au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est là pour vérifier si la CENI a bien appliqué la loi. Donc, la Cour constitutionnelle va interpréter la loi pénale par analogie. Or, tout le monde sait, c'est un principe juridique. La loi pénale est de stricte interprétation. On ne peut pas faire l'analogie. Non, bon, et ils ont fait l'analogie en disant il a été condamné pour subornation des témoins. Or, subornation des témoins, ça ressemble à la corruption, donc on peut considérer que c'est un corrupteur, donc il ne peut pas concourir. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que l'article 10 parle d'un procès irrévocable. Or, dans la condamnation de la CPI, si vous lisez l'arrêt, on parle d'une condamnation définitive. Or, si Jean-Pierre Bemba, s'il est condamné là, le mercredi, s'il réclamait une révision pour raison X ou Y, il produit des pièces au dossier et que l'on révise son procès ne sera plus, son jugement ne sera plus irrévocable, définitif, ça sera révocable parce qu'on peut le réviser. Donc du coup, confondre définitivité et irrévocabilité de la part de la Cour constitutionnelle congolaise, c'est une décision politique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que pas plus tard que, je crois, hier ou avant-hier, on a vu une sortie du gouvernement du Congo qui menace de quitter la CPI. Est-ce qu'il y a un rapport avec, avec le cas Bemba? Oui, il y a un rapport parce que selon le gouvernement congolais, il dit qu'il y a des gouvernements étrangers qui mettent la pression sur les juges de la CPI pour prendre une décision qui irait dans le sens d'influer au processus électoral interne. En bon français, ça veut dire tout simplement que si à la CPI, Jean-Pierre Bemba est innocenté, il a les droits de faire un deuxième recours auprès du Conseil constitutionnel et d'être remis en scène. Donc ça dérange quelqu'un à Kinshasa au point de menacer de quitter la CPI. De menacer de quitter la CPI. C'est déloyal, tout simplement. Et pour le cas donc de Moïse Katumbi? Bon, le problème de Moïse Katumbi, c'est qu'on aurait dû faire les choses dans les règles de l'art. Parce que Moïse Katumbi lui reproche beaucoup de choses. D'abord, la presse internationale, une certaine presse internationale, bien qu'on communique beaucoup sur lui, on en fait l'opposant principal. Monsieur quitte les camps du PPRD, le parti de Joseph Kabila, il devient un frondeur ou un dissident. On ne peut pas les décréter comme ça opposants. Quand vous quittez le parti socialiste, vous êtes un frondeur. Sur le plan technique, sur le plan juridique, sur le plan idéologique, Moïse Katumbi et Joseph Kabila, c'est la même chose. D'ailleurs, lui-même, il a déclaré, il a dit, je n'ai pas de problème avec Joseph Kabila, qu'il désigne un dauphin, il n'y aura plus de problème.
Bon, on a désigné un dauphin. Alors, c'est quand même plein il y a quelques jours hein, que le gouvernement congolais, donc de Joseph Kabila, l'empêche de rentrer, a fermé les frontières entre... C'est ça que le gouvernement congolais entre la Zambie et le Congo. Et le gouvernement congolais ni mordicus ont dit qu'il s'est arrêté au niveau de la Zambie, il n'est pas venu. Oui. Si on aurait fait les choses dans les règles de l'art, on l'aurait laissé rentrer au pays et le laisser concourir en vérifiant certaines choses. Parce que ce qu'on lui reproche encore maintenant, c'est qu'il aurait plusieurs passeports. Or, la nationalité congolaise est une et exclusive. Qu'en est-il concrètement? Bon, on dit qu'il a été italien sous un autre nom. C'est que son avocat a démenti, mais il y a quelqu'un qui s'appelait Moïse Katumbi, je crois, Daniano, parce que son père c'est Nissim Soriano. Donc, dans la famille, il y a des Katumbi, il y a des Chapoué, il y a des Daniano et il y a des Soriano. Lui, c'était, je crois, Katumbi Soriano. Je ne sais pas quel nom il y avait en Italie. Mais Bloomberg TV, et dans le document de Wikileaks, on voit qu'il a beaucoup de passeports. Donc, par rapport à sa nationalité, ça fait des ordres. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il est italien, d'autres qui pensent qu'il est grec parce que son père, à une certaine époque, a été grec. Il y a des gens qui pensent qu'il est zambien parce que son papa, c'est un Israélien, mais sa maman serait une Mubemba, une tribu qui est à cheval entre le Congo et la Zambie. Et lorsqu'il a vécu en Zambie, il aurait même postulé aux élections législatives en Zambie en 1998, dans le district de Kitwe. Voilà, et le fait qu'il écrive son nom Chapoué avec C, voilà, tout ça, ça déstabilise un peu les gens. On se pose beaucoup de questions sur lui. La meilleure des choses à faire, c'était, on le laisse rentrer au pays et on démêle les vrais du faux. Il a quand même été gouverneur. D'où vient qu'on lui fasse ce procès? Est-ce qu'on peut être gouverneur sans être forcément congolais? Il y a M. Rouberois qui s'est inscrit à l'université de Lubumbashi comme étant un réfugié rwandais et qui s'est retrouvé vice-président du Congo. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des failles dans le système? Il y a des failles terribles et énormes dans le système. Il y a quelqu'un qui est ministre là, qui a été ministre plusieurs fois. Il a même été dernièrement ministre des hydrocarbures. Chez nous au Congo, on a nom et post-nom. Il n'y avait pas de prénom. Le monsieur a déclaré noir sur blanc, il a dit, quand le Tutsi est arrivé, il a dit, bon, moi je suis le fils de Laurent Désiré Kabila, et il n'avait pas de post-nom. C'est nous qui avons ajouté Kabange à son nom. Il parle de Joseph Kabila. Et monsieur, bon, on a un peu fait du bruit autour de l'interview, on l'a enterré. Ah, monsieur est devenu ministre, désormais il s'était. C'est-à-dire que le système, l'État congolais a failli. Au Congo, il n'y a pas d'État en fait. Parce que l'État, c'est quoi? C'est une population, un territoire et un pouvoir politique et puis une reconnaissance internationale. Si vous regardez la population congolaise, on ne sait pas qui est qui. Si vous regardez les territoires congolais, ben, l'Angola exploite le pétrole dans la zone économique exclusive. Le Rwanda administre de facto la province du Kivu. L'Ouganda peut faire tout ce qu'il veut dans la province orientale, aller se promener même jusqu'à Mbandaka. Donc sur le plan territoire, ce n'est pas ça. Sur le plan pouvoir politique, le pouvoir est caractérisé par une illégitimité à couper au couteau. Et sur le plan reconnaissance internationale, oui, on reconnaît le Congo comme un État, mais personne ne respecte cet État. Les ambassadeurs à Kinshasa se comportent comme des proconsuls. Donc l'État a complètement failli. Il faudrait d'abord commencer à résoudre des problèmes fondamentaux qui se posent. Essayer de mettre un peu de l'ordre dans la maison avant d'envisager les élections. Sinon, il y aura toujours des contestations. C'est qu'on invalide aujourd'hui parce qu'il y a des Congolais qui ont pris d'autres nationalités. Or, la Constitution l'interdit. On n'accepte pas la double nationalité. Certains d'entre eux ont été invalidés. Or, ces personnes qu'on invalide, un tiers du Parlement, ce sont des Congolais qui sont aujourd'hui Canadiens, Américains, Britanniques, Belges, que sais-je encore. Un tiers du Parlement. Ces gens ont voté la loi électorale, sans en avoir qualité, parce qu'ils ne sont plus Congolais, ils ont pris une autre nationalité. Quelle est la légitimité d'une loi électorale qui a été votée par des gens qui n'en ont pas qualité? Ils ont voté des lois. Alors, maintenant, ils ont comme l'impression que, eux, Congolais d'origine, on les exclut du processus électoral, parce qu'ils sont devenus Canadiens français, et qu'il y a des Rwandais qui sont au pays, eux, ils restent dans le processus, et pourtant, ils viennent d'un pays étranger. On ne sait même pas s'ils ont abandonné les passeports rwandais ou ougandais pour venir diriger le pays. Vous voyez comment les choses sont perçues? Il y a comme une espèce d'une injustice énorme qui est très mal perçue. Donc, ce sont des problèmes aussi à résoudre pour avoir des élections que tout le monde accepterait. Donc, lorsque vous citez X et ceci, les gens vont sortir Y a fait ci. Qu'est-ce qu'il y a eu comme décision par rapport à cela?
Monsieur Maïzo, de toute façon, il faut bien qu'on arrive à une solution qui permette à ce grand pays d'Afrique de retrouver son rayonnement d'antan. Vous qui êtes un analyste politique, économique et social même, aussi spécialiste des questions du Congo, qu'est-ce que vous suggérez comme solution pour sortir, je dis de manière très très concrète, parce que les mécanismes, on en a besoin. Les idéologies, on a bien compris les idéologies, c'est-à-dire qu'il faut, pour vous, arrêter avec l'agression du Congo. Mais de manière mécanique, cela se traduit comment sur le terrain? De manière mécanique, Oui. les pays qui ont le plus bénéficié du pillage du Congo, qui sont à l'origine de ces problèmes, un certain Bill Clinton, le président américain, il faut demander à ces peuples-là, au peuple belge. Le deuxième bénéficiaire du pillage du Congo, c'est la Grande-Bretagne. Le troisième, c'est le Canada et la Belgique. Il faut demander à ces peuples-là d'aider à trouver la solution au problème du Congo. Qu'il y ait une espèce de table ronde. Parce que ces peuples-là, ces pays-là, où ces chefs d'État, où ces puissants de l'ère multinationale, ces pays-là beaucoup de dégâts au Congo. ont la solution au problème, c'est ça? Ils ont une bonne partie de la solution parce qu'ils sont l'origine du problème. Le problème est parti des États-Unis. On vient d'entendre là un certain nombre de personnalités de ce monde, mais là vous avez totalement exclu le président Kagame du Rwanda, qui parfois, de ce qu'on a souvent entendu de vous, et même parfois de Patrick Beko, Kagame est le problème au Congo. Non, je ne l'ai pas exclu. Parce qu'au début, je parlais des commanditaires, sous-traitants et exécutants. Là, je parle des sous-traitants. Oui. Lui fait partie des sous-traitants. Lui, c'est le grand sous-traitant. Un bon proxy. Oui, dans la région des Grands Lacs. Là, je parle vraiment du patron. D'accord. Qu'on se mette assis avec la classe politique congolaise, avec la vraie société civile congolaise, qu'on se mette assis, qu'on dise 10 millions de morts, c'est trop, on arrête les frais. On va s'asseoir. Vous autres, vous allez vous mettre de côté. On va vous donner peut-être la nationalité congolaise, tout ce que vous voulez. Vous allez vous mettre de côté. On va balayer la maison. On va prendre 2 ans, 3 ans, juste balayer la maison, reconstruire un semblant d'État, parce qu'il n'y en a pas. Reconstruire un semblant d'État, et pour que demain, qu'on fasse des choses un peu plus propres. Il en va du destin de ce peuple, mais il en va aussi de la prospérité de toute l'Afrique. Ce qui se joue au Congo, la guerre froide est partie du Congo. Ce qui se joue au Congo, les Africains qui nous regardent, qui ne pensent pas qu'ils ne sont pas concernés. C'est un pays qui peut booster le développement de l'Afrique à un niveau, tous les spécialistes sont d'accord pour le dire, hein, à un niveau que vous ne pouvez imaginer, dans tous les domaines, rien que de par son emplacement géographique. Mais c'est un pays qui, si ça tombe complètement, ça peut déstabiliser toute l'Afrique à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, on ne demandera pas qu'aux Occidentaux, aux autres Africains. Cela concerne les Sénégalais, les Nigérians, les Kenyans, les Sud-Africains, les Camerounais, les Soudanais, et même ceux de l'Afrique du Nord, les Maroc, l'Égypte. Cela concerne tout le monde. Qu'on se dise, on est allé trop loin, qu'il y ait une espèce de conférence internationale, on s'assoit, on dit qu'il y a eu 10 millions de morts. C'est un génocide. Le conflit du Congo, c'est le conflit le plus meurtrier après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens s'assoient, ils se disent, toutes les solutions que l'on cherche, c'est une fuite en avant. On met de l'ordre, on se calme, on balaye la maison, et dans 2-3 ans, on organise des élections avec des dirigeants qui seront légitimes et qui pourront développer... Légitime, pour vous dire quoi, légitime? Accepté par la population. C'est-à-dire? Ben, ce n'est pas des gens où... Les Joseph Kabila ou des Rwandais assimilés ne peuvent plus se revendiquer congolais au Congo, même s'ils ont la citoyenneté congolaise. Mais s'ils ont la citoyenneté congolaise, la loi électorale interdit à certains étrangers d'accéder à certains postes. Aux États-Unis, si on n'est pas né sur le territoire américain, on ne peut pas devenir président aux États-Unis. C'est ainsi qu'un gouverneur très populaire, comme Arnold Schwarzenegger, qui est né en Autriche, ne pouvait pas prétendre devenir président des États-Unis. Or, il a été le gouverneur de l'État le plus riche des États-Unis, la 5e puissance économique du monde, la Californie. Là, ça ne pose pas problème aux États-Unis. Ça commence à poser problème lorsqu'il s'agit des Congolais. Quand je dis légitime, ce n'est pas normal que vous êtes dans un pays où une des chansons les plus connues, c'est Zongisaye na Rwanda. Je vous épargne la minute, mais c'est une chanson. C'est qui les rentre au Rwanda. C'est ça la légitimité? Voilà. Nous voulons demain être dans un pays où les autres Africains se sentiront à l'aise.
Est-ce que cela ne suppose pas également, tu veux dire, votre solution, est-ce que cela ne suppose pas également que les enfants du Congo, les enfants de ce pays, de ce terroir, rentrent aussi, mettre la main à la pâte? Je le dis parce que, pas plus tard qu'il y a 2 jours, Jean-Pierre Bemba était incapable de tenir son meeting, même au téléphone, au Congo, alors que plusieurs milliers de Congolais l'attendaient. Qu'est-ce qui fait que Jean-Pierre Bemba ne rentre pas au Congo faire le travail de l'opposant qu'il est, pour essayer de lui ramener suffisamment d'espoir? Mais parce que le pouvoir au Congo a restreint l'espace politique à un niveau, vous savez, pour organiser les élections, il était convenu, lorsqu'ils ont fait un dialogue, sous l'égide de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale congolaise, il était entendu qu'il fallait instaurer la confiance pour organiser les élections et mettre en place des mesures de décrispation politique. On devait sortir des prisonniers politiques. Ces prisonniers politiques ne sont jamais sortis. Vous pensez que ça rassure ceux qui sont à l'étranger pour y aller? Aujourd'hui, là, lorsqu'on se plaint que le pays est dirigé par des étrangers qui n'en ont pas qualité, vous savez qu'il y a beaucoup de gens ici qui partent de la Grande-Bretagne, de la France, rien que pour aller en vacances au Congo. On récupère les passeports à l'aéroport, mais on va aller les checker derrière. Il y a certaines personnes qui sont parties qui ne sont jamais revenues. Ils se sont retrouvés en prison. Est-ce que rentrer dans son pays d'origine est une infraction? Parce qu'on a manifesté contre un massacre. Bon, il y a des massacres au Kasaï ou au Kivu. Ah bon, les Congolais manifestaient beaucoup. Vous allez manifester, vu dans les images, vous partez en vacances et vous vous retrouvez je ne dirais pas en tôle, vous vous retrouvez en prison. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui qui n'est pas... Non, pas seulement le cas. Jean-Pierre Bemba arrive chez lui, bon, on décrète, il a toujours vécu dans le quartier UP de la Gombe. Son papa, c'était l'ancien président du patronat national. C'est une famille très riche. Ils ont vécu dans la commune de la Gombe. Ça, c'est le centre d'affaires de Kinshasa. Vous trouvez normal qu'un opposant qui rentre chez lui, il va aller dans la maison, il a grandi, on décrète que niet, vous n'y allez pas. Il a passé la nuit chez sa sœur, assis sur une chaise. Et c'est ça, c'est normal. Nous avons encore quelques minutes avant la fin de cette émission. J'ai envie de savoir, aujourd'hui, vous, qui êtes l'une des personnes assez informées sur le Congo, que se passera-t-il si demain, la plupart des ténors de l'opposition congolaise ne prennent pas part à cette élection? Ce qui se passera, c'est que les résultats ne seront pas acceptés. Ils vont s'arranger pour faire passer auprès de l'opinion le message selon lequel les élections sont illégitimes. Et ça va augurer des lendemains, mais vraiment incertains. Parce que la tendance actuelle, c'est on a été tolérant en 2006, on a été tolérant en 2011, en 2016, on ne sera pas tolérant et ça va barder. Comme ça circule déjà sous les manteaux. C'est-à-dire que ça augure des lendemains incertains et ça peut déstabiliser toute la région de l'Afrique centrale et une bonne partie, même l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, parce que le Congo est dans le CEAC, Communauté économique d'État de l'Afrique centrale, le Congo est membre du COMESA et le Congo est membre de en anglais je crois, du SADC. Voilà. Mais est-ce que le peuple congolais n'a quand même pas aujourd'hui obtenu ne serait-ce qu'une demande qui était celle du retrait de Joseph Kabila de la prochaine élection pour permettre une élection entre des candidats qui ne soient pas forcément issus, qui soient forcément ceux qui ont le pouvoir? Vu de l'étranger, on a comme l'impression que le peuple congolais a obtenu le retrait de Joseph Kabila. Mais si on y regarde de très près, c'est une espèce de repli stratégique. C'est genre un système Medvedev-Poutine. C'est-à-dire que monsieur se retire, me présente son proxy pour continuer à diriger à travers lui. Parce qu'il a tous les leviers du pouvoir. Il va aller au Sénat, hein. La constitution congolaise lui garantit une place de sénateur à vie. Donc il va aller au Sénat. Mais il va avoir les services de renseignement avec lui, contrôlés par le Rwanda. Il va avoir l'armée avec lui, contrôlée par le Rwanda. Il va avoir beaucoup de leviers de pouvoir dans les entreprises minières et tout ça, où il y a ses hommes à lui, des contrats qu'il maîtrise. Donc, le président qui sera élu, si c'est son dopin, ça risque d'être un président de pacotille. Ça, c'est déjà le premier problème. Mais le deuxième problème, c'est que si on partait aux élections maintenant en se disant, bon voilà, le peuple a obtenu une première victoire, Kabila se retire.
Mais la deuxième victoire que le peuple doit absolument obtenir, c'est nettoyer les fichiers électoraux. 44 millions d'électeurs autour de 10 millions de personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale, qui sont des doublons parce qu'il y a des morts qui n'ont pas été élagués, il y a des personnes qui ont changé de nationalité, il y a beaucoup de choses. 10 millions de personnes, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup pour forcer un résultat. Rien que 10 millions de personnes, 23 candidats, 10 millions de personnes, c'est déjà un quart de l'électorat. Sur 23 candidats, ça vaut son pesant d'or. Une dernière question avant de boucler cette émission. Vous pensez que les Congolais sont suffisamment informés de ces constats que vous faites depuis Paris et qu'ils vous suivent et que le moment venu, ils feront forcément l'exercice de ne pas se rendre aux urnes le 23 décembre prochain? Alors là, ça me donne encore l'occasion de parler de quelque chose dont on n'a pas parlé dans cette émission. Une violation grave de la loi. On a interdit à la diaspora de participer au processus électoral. C'est déjà une violation de la Constitution, discrimination par le lieu d'habitation, et c'est une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, la diaspora, c'est une des provinces, s'il faut considérer la diaspora comme une province, c'est une des provinces les plus peuplées du Congo, avec une population la mieux formée, la mieux instruite, et la plus grande contribution au budget du pays. C'est la diaspora qui fait tout. Faire étudier les enfants, enterrer les morts, soigner les malades. Si la diaspora n'envoyait pas des milliards d'euros chaque année, ces pays-là n'existeraient plus. L'économie se serait effondrée. Donc il y a déjà un problème. Donc ce que moi j'ai dit, on a suffisamment sensibilisé la diaspora. Moi j'ai un des blogs les plus suivis de la diaspora congolaise dans le monde. On a sensiblement, on a vraiment bien sensibilisé la diaspora. La diaspora comprend les enjeux. Au niveau du pays, il y a les problèmes, on les sait, hein, même les politiciens, quand ils ne les disent pas, mais en privé off, ils les disent. Ils disent beaucoup de choses en privé off. La population commence à comprendre qu'il y a un problème. Même si sa façon de s'exprimer est simpliste. Quand vous chantez publiquement Zongi Saye na Rwanda, hein, la population demande à Tshisekedi. C'est les programmes, parce que c'est le peuple qui décide. Quand il y a 1 million de personnes qui vont dans un meeting et qui vont se mettre à chanter Zongi Saye na Rwanda, ils disent au président, notre priorité, nous, le peuple, pour nous, la priorité, c'est que ce monsieur et sa bande qui puissent rentrer au Rwanda. Rentrer au Rwanda, ça dit juste qu'ils ont fait beaucoup de mal. Prenez ça sur le plan image, hein, ce n'est pas physiquement, prenez-les, allez, au revoir, merci, allez au Rwanda. Non. Physiquement, c'est qu'ils quittent les pouvoirs et qu'ils répondent de leurs actes. C'est ce que la population disait. Les politiciens n'ont pas entendu. Il est temps que les politiciens congolais écoutent ce que dit le peuple. Que fait le peuple? Il veut élever ses enfants comme des êtres chers. Ils veulent ne plus avoir besoin d'aller se faire soigner en Afrique du Sud. Avant, les Sud-Africains venaient se soigner au Congo. Toute l'Afrique venait se soigner au Congo. Le Cameroun était l'un des pays qui regorgeait pas beaucoup mal de médecins qui ont été formés à l'université de Kinshasa. Ouais. Mais maintenant, c'est l'inverse. Les Congolais immigrent en Angola. Les Congolais immigrent au Congo-Brazzaville. Les Congolais immigrent partout. Il est un des pays les plus riches d'Afrique. C'est contradictoire. Les Congolais veulent vivre en paix. C'est un peuple open-minded, comme vous ne pouvez pas. Alors, donc, pour répondre à ma question très concrètement et achever et terminer cette émission, est-ce que le peuple congolais vous écoute, vous suit? Est-ce que, par conséquent, est-ce qu'on verra un peuple congolais qui sera plutôt dans un registre de l'abstention totale aux élections prochaines? Une bonne partie du peuple congolais m'écoute. Par rapport aux élections, le taux d'abstention sera quand même assez élevé. Mais on sait que là-bas, c'est l'achat de voix. Hein. Pour un verre de bière, pour 1 kilo de riz, la personne va aller céder les pouvoirs dans l'urne sans s'en rendre compte parce qu'il a trop faim. Donc, on ne sait pas au niveau de l'ascension qu'est-ce que ça peut donner parce que les voix sont achetées. Mais le peuple congolais, qu'il aille voter, qu'il n'aille pas voter, il sait au moins une chose. La situation a assez duré. Donc l'abstention sera le mot d'ordre alors? Pour beaucoup, si certains candidats sont invalidés, l'abstention sera le mot d'ordre. Si certains poids lourds, comme on les appelle, sont invalidés, l'abstention sera le mot d'ordre. Merci M. Maïzo d'avoir accepté de nous éclairer sur l'actualité du Congo. Ce jour, nous espérons vous savoir dans une de nos émissions prochaines parce que
très souvent, nous organisons des débats sur l'actualité africaine et nous espérons vous compter parmi nos panélistes lors de nos prochains débats. Je suis un panafricain, je serai à l'aise de débattre sur n'importe quel pays africain. Pour moi, c'est l'Afrique d'abord. Je considère que partout en Afrique, je suis chez moi. C'est ainsi que dans cette émission, j'avais fait une précision sur la différence qu'il y a entre quand on parle de la nationalité comme notion juridique et quand on parle de la nationalité comme notion sociologique. Les Rwandais sont les bienvenus au Congo, qui demandent la nationalité, qui vivent au Congo. J'en connais beaucoup qui vivent au Congo et qui sont heureux et à l'aise, qui regrettent même qu'ils se soient retrouvés au Rwanda par la faute de Paul Kagame. Mais quand on dit nationalité, c'est beaucoup plus juridique. C'est-à-dire respecter la loi pour acquérir la nationalité congolaise. On parle des citoyens rwandais, mais nous ne parlons pas des Rwandais tout court, parce que nous ne sommes pas xénophobes. Bien au contraire, nous sommes open-minded. Et moi, personnellement, toute personne qui va prôner des valeurs de xénophobie en Afrique, cette personne me trouvera en face de lui. Donc, je parle juste des notions juridiques. Merci beaucoup. C'est sur cette note très très positive d'ailleurs que nous achevons cette émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous disons à très bientôt. Au revoir.